Chers auditeurs de chaque semaine, bonsoir. Ici François Sella, en direct de TPE TV, la chaîne des travaux personnels encadrés pour notre émission hebdomadaire C'est l'art de convaincre. Nous allons aujourd'hui accueillir Alexandre Meyers et Jordan Seraf qui vont nous éclairer sur le temps moderne de Charlie Chaplin et tenter d'expliquer en quoi ce film reflète l'époque de sa réalisation. Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus. Le sujet de ce jour est donc les temps modernes. Alors qu'est-ce que les temps modernes à part l'un des plus grands chefs-d'œuvre de Chaplin? Eh bien c'est de ce bijou du 7e art dont nous allons parler aujourd'hui. De la révolution à la crise de 29, du taylorisme au Fordisme, vous saurez tout sur ce film. Il est intéressant de se concentrer sur Charlie Chaplin parce que c'est quand même un grand du cinéma. Il a signé son plus haut contrat en 1923, anobli par la reine d'Angleterre, chevalier de la Légion d'honneur en France, prix Nobel de la paix en 1954, et l'Oscar décerné à l'ensemble de son œuvre cinématographique est sans doute ce qui représente le plus ce parcours atypique. Lorsqu'il décide de caricaturer la société à travers le temps moderne, car c'est sans doute ce qu'il veut faire, il va en effet montrer que l'industrialisation est une période importante. Et c'est d'ailleurs un des thèmes principaux. En effet, à partir de 1870, le processus d'industrialisation est bien entamé dans tous les pays, notamment aux États-Unis. Donc les manufactures deviennent de grandes entreprises, et grâce à la mécanisation, la production et la productivité augmentent. Les machines bouleversent donc les méthodes de production, et ça facilite la tâche de l'ouvrier, mais certains revendiquent quand même cette substitution de l'homme par la machine. En effet, dans le film, certains passages caricaturent ces nouvelles machines et leur fonctionnement complexe et parfois fragile. Par exemple, la machine à soupe qui montre la nécessité de gagner du temps, et aussi le remplacement de l'action humaine par des machines. On voit donc que la machine ne marche pas, symbolisant les points négatifs de la mécanisation. De plus, Chaplin, qui aide son patron à réparer une machine dans une scène suivante, sans faire exprès, il se retrouve embringué dans les rouages, dans l'impossibilité de sortir. Ça symbolise l'abondance de la machine et presque on peut parler de soumission de l'homme envers la machine. Oui, donc en effet la classe ouvrière apparaît en même temps que l'industrialisation. La classe ouvrière rassemble les ouvriers qui ont une conscience de classe, à savoir qu'ils ont la possibilité de se rendre compte par eux-mêmes de leur position sociale. De plus, les ouvriers, selon Karl Marx, ne disposent pas de moyens de production. On peut bien le voir puisque c'est un travail physique qui se fait à main nue. En fin de compte, ils vendent leur force de travail. Alors effectivement, le film est traité du point de vue de la classe ouvrière. Nous voyons ces ouvriers aller ensemble au travail, manger ensemble. On peut donc en effet parler d'une culture ouvrière. Enfin, ce film dénonce bien la lutte des classes, encore cette théorie développée par Karl Marx. En effet, des grèves ouvrières ont lieu, qui ont pour but de combattre le capitalisme qui les opprime au quotidien. C'est vrai que la révolution industrielle a été une période très importante. Elle est d'ailleurs caractérisée par de nouvelles organisations de travail. Effectivement, le taylorisme apparaît en 1880. Alors qu'est-ce que le taylorisme? C'est Frédéric Taylor lui-même qui le définit comme une organisation scientifique de travail. Son but est de maximiser la productivité des ouvriers grâce à un meilleur contrôle de l'activité, tout en leur assurant un salaire correct. Le taylorisme repose sur deux conditions. La division horizontale, qui consiste à spécialiser chaque ouvrier à une tâche précise pour gagner du temps, et la division verticale, qui consiste à séparer le travail de conception du travail d'exécution. Et c'est avec le Fordisme au début du XXe siècle que la conception taylorienne va être utilisée dans les usines. C'est vrai qu'Henry Ford va reprendre les principes tayloriens, mais il va y ajouter d'autres concepts, comme par exemple l'augmentation des salaires, ainsi que la standardisation des pièces. Et donc effectivement, au début, Chaplin, qui est présent sur la chaîne de montage, caricature la monotonie et la répétition du même geste. D'ailleurs, sur cette chaîne de montage, on remarque la suite des ouvriers. Ça montre bien la parcellisation des tâches, qui est une grosse caractéristique du taylorisme. On remarque aussi le chronométrage et la surveillance des ouvriers par le patron et les ingénieurs. Ça montre bien la division verticale qui cherche à être le plus productif possible.
Par exemple, dès que Chaplin perd du temps ou rate ses gestes par son sens de l'humour, il est immédiatement repris par les ingénieurs pour ne pas perdre de temps et donc de l'argent. Aussi, quand Chaplin va aux toilettes sur son heure de travail pour se reposer, il y a un écran du patron qui apparaît et qui lui dit de retourner immédiatement au travail. De plus, à travers les nombreux périples de Chaplin, on voit qu'il est obligé de pointer pour être rémunéré. C'est une nouvelle caractéristique du taylorisme car c'est le salaire par heure de travail. Oui, donc le taylorisme et le fordisme ont plusieurs conséquences sur la vie des ouvriers. Les ouvriers doivent suivre un rythme de travail encadré par ces deux systèmes. Ils doivent donc en effet être ponctuels et arriver à l'heure à l'usine. En effet, dès le début du film, on peut remarquer une scène spécialement critique. Une scène où des moutons se suivent comme un troupeau précède alors une scène où des ouvriers arrivent au travail. Donc on peut noter ici la référence au mouton de Panurge qui désigne une personne suivant un mouvement ou une majorité. Alors le taylorisme impose également par son travail répétitif une monotonie qui conduit les ouvriers à l'aliénation. Comme dans la séquence où Chaplin continue sa tâche d'ouvrier en dehors de son travail. En effet, on peut également voir que les ouvriers sont surexploités par ce système de travail intense. Cette exploitation conduit donc parfois à une certaine démence de l'ouvrier, même à une prise de drogue. Comme dans la séquence où Chaplin s'administre de la cocaïne, ce qui est quand même assez osé pour l'époque. Charlie Chaplin a toujours été préoccupé par le sort de son pays d'adoption, et c'est à partir de la crise de 29 qu'il va vouloir s'impliquer davantage dans la lutte contre la pauvreté. La crise de 29 est provoquée par un krach boursier qui se déroulait à la bourse de New York entre le jeudi 24 octobre, le jeudi noir, et le mardi 29. Suite au nouveau système d'achat à crédit d'actions qui apparaît en 1926, les boursiers peuvent acheter plus de titres pour tenter de les revendre plus cher. Ils cherchent ainsi à anticiper le marché et donc générer un profit. C'est la spéculation boursière. Cet événement marque le début de la Grande Dépression, la plus grande crise économique du XXe siècle, voire de tous les temps aux États-Unis. Oui, donc quand Chaplin sort de prison, il ne peut plus trouver de travail à cause de la suppression de postes, des fermetures d'usines. Notamment, on voit la scène où les ouvriers se mettent en grève contre cette misère qui a été provoquée par la crise. Et aussi, lors d'un réembauchement dans une usine, on voit une abondance d'ouvriers qui tentent de retrouver du travail parce qu'ils en ont perdu, ils sont au chômage. Mais dans cette misère, il n'ouvre la porte qu'à une petite partie d'ouvriers, notamment Charlie Chaplin qui arrive à se faufiler dans la foule et qui trouve sa place. Oui, donc les temps modernes montrent à plusieurs reprises la dureté des situations où les usines ferment et les ouvriers manifestent. Comme par exemple le père de la fille que rencontre Chaplin qui meurt dans une grève. Donc en effet, cette fille orpheline est contrainte à être prise en charge par l'État, mais celle-ci refuse et est obligée de vivre dans la misère. Donc on peut constater à cette époque aux États-Unis quand même que le taux de chômage augmente fortement, il atteint 9% en 1930, le pays compte 13 millions de chômeurs en 1932. Beaucoup de sans-abri, comme la gamine et Chaplin, sont symbolisés par ce dernier comme les pauvres de leur époque. Oui, donc certains pauvres et sans-abri vont même jusqu'à voler. Alors prenons l'exemple de la gamine qui vole du pain. Cependant, à partir de 1933, le président Franklin Roosevelt va lancer une politique interventionniste qui a pour but de soutenir au maximum les couches qui en pâtissent le plus. En effet, il cherche à réformer les marchés financiers et redynamiser l'économie américaine. Cette politique s'appelle le New Deal, en français la Nouvelle Donne. La pauvreté et le chômage vont rester hauts jusqu'à la période de la Seconde Guerre mondiale, mais ils vont baisser. Nous allons maintenant rendre l'antenne. Je tiens tout d'abord à remercier Alexandre Meyer et Jordan Seraf. Messieurs, merci beaucoup. Puis l'équipe technique qui nous a supportés tout au long de cette expérience, Carl Eger et Jonathan Choupac. Vous étiez bien sur TPE TV, la chaîne des travaux personnels encadrés avec François Serra. Merci.